Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un incroyable garçon, il est polyglotte, il parle l'anglais, le français bien sûr, il est français, il est Mmh. parisien en fait, et il apprend, je ne sais pas si tu as déjà perfectionné, mais l'espagnol et le catalan. Mmh. Et il a créé un podcast qui est sur Spotify, je ne sais pas les autres plateformes, mais il a aussi une plateforme en ligne pour apprendre les langues. Alors, bienvenue à Lionel. Merci beaucoup Karen, merci, merci. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus, parler de toi? Je sais pas. Bien sûr, alors, déjà tu as fait une très bonne, présentation pour moi. Je te remercie. Donc oui, en fait, donc je suis originaire de Paris. J'ai étudié, la philologie anglaise en France. Donc j'ai fait une licence de philologie anglaise. Ensuite, je suis parti, travailler, aux États-Unis comme prof, dans une école d'immersion en fait, où ils enseignaient le français et l'espagnol. Donc j'étais dans la partie française. Et ensuite, je suis revenu en France, puis j'ai déménagé en Espagne, et effectivement, donc je suis en train d'apprendre, enfin, l'espagnol maintenant je le maîtrise bien, mais je continue d'apprendre un peu le catalan. J'apprends l'italien aussi, enfin bref, je fais pas mal de langues, ouais, pas mal de langues. OK, OK, OK. Et bon, comment là, j'ai dit, mais tu as un podcast, comment tu as Exact. commencé ou comment quelle était ta motivation, pour dire: «Moi, je vais créer un podcast» ou c'était quoi? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors le podcast, ça fait, je t'avoue que je sais même plus combien de temps ça fait que je l'ai, mais ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça va faire peut-être 2 ans. En fait, l'idée tout simplement, c'est que j'aimais beaucoup le format. J'aime bien le format audio parce que en fait, si tu veux, moi j'avais commencé par des vidéos YouTube. Et en fait, YouTube, si tu veux, c'est quand même beaucoup de travail parce que, il faut s'y connaître quand même. Si tu veux faire des vidéos de bonne qualité, faut avoir quand même pas mal de temps, du bon matériel et cetera. Et en fait, le podcast, c'est un truc qui est très, très populaire aux États-Unis. Peut-être qu'en Amérique du Sud, c'est populaire aussi, je ne sais pas. Mmh. Mais aux États-Unis, en tout cas, et en Amérique du Nord, c'est très populaire et pas trop encore, en Europe, j'ai l'impression. En tout cas, en France, c'est pas super populaire. En Espagne, ça commence un petit peu aussi. Et donc je me suis dit: c'est peut-être un peu plus facile aussi de se créer une petite place, on va dire, dans le monde du podcast». Et c'était un format que j'aimais beaucoup parce qu'en fait, un podcast, tu peux parler, des heures et des heures, et c'est pas grave si tu as un épisode long, alors que le format YouTube est souvent plus court. Et moi, j'avais besoin vraiment d'une plateforme dans laquelle je pouvais, m'exprimer, sur des thèmes bien précis et techniques, donc avec beaucoup d'explications, donner des exemples, exactement ce que moi je fais, pour apprendre les langues. Et donc c'était un format qui pour moi était plus facile, plus adapté, à tout ça en fait, tout simplement. OK. Et comment tu as fait avec les sujets? Ou par exemple, tu t'es dit, tu as planifié et bon, aussi pour les sujets que tu publies, sur le podcast, mais comment ça se passe? Ton planification, ton planning? Comment je m'organise en fait pour le Oui. podcast? D'accord. En fait, si tu veux, alors il y a normalement, je vais faire un petit peu la comparaison avec la plupart des gens qui ont des podcasts, parce que moi je travaille pas de la même manière. La plupart des gens vont dire que c'est important quand tu as un podcast de planifier justement tous tes sujets, d'enregistrer plein d'épisodes à l'avance pour pouvoir justement, avoir toujours du contenu à publier et cetera. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je préfère travailler un petit peu sur, la spontanéité. Donc en fait, c'est plutôt, mon podcast, il est toujours divisé en 2 parties. Il y a un thème principal que j'aborde en deuxième partie, et un thème, au début, qui est la partie que j'appelle la partie actualité, la partie actu, dans laquelle en fait, je vais parler de ce que j'ai fait personnellement moi, vis-à-vis de tous les supports qu'on peut trouver pour, pratiquer les langues. Donc par exemple, si j'ai regardé une série récemment, en espagnol, en italien, en anglais, peu importe, je vais en parler, je vais dire voilà, si j'ai bien aimé, à qui ça s'adresse, est-ce que le niveau est compliqué, est-ce que c'est adapté pour des débutants, et cetera. Donc je vais présenter en fait aussi beaucoup d'autres supports. Parce que je pense que la plupart des gens en fait ont un problème avec ça, avec le fait de, quel support utiliser. Internet, c'est génial parce que tu peux trouver plein de trucs, mais c'est difficile de trouver des supports qui te plaisent. Et donc j'essaye de faire ça en plus d'enseigner un petit peu mes techniques, on va dire. Donc là, c'est plutôt pour la deuxième partie, de mes épisodes où je parle vraiment de techniques d'apprentissage, parce qu'en fait, si tu veux, ça, c'est mon travail. Donc, j'essaye de partager en gros, ce que je fais pour moi,
et ce qui marche pour moi et j'essaye de le transmettre aux autres pour inspirer les gens et les aider un petit peu à adapter leur fonction, enfin leur manière de travailler pour apprendre des langues. OK, Mais oui. je fais ça plutôt, spontanément. Donc en fait, j'ai toujours si tu veux, en fait, c'est tout bête, hein, mais j'utilise mon téléphone, j'ai mes notes, tu sais? Et puis, bah, à chaque fois que j'ai une idée de podcast, j'écris et puis, bah, en fait, selon l'envie, c'est tous les mercredis. Donc le mercredi matin, quand je me réveille, je me dis: «OK, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler?» J'enregistre le podcast et après dans la journée, je fais le montage et normalement dans l'après-midi, il y a le podcast qui est upload, sur toutes les plateformes normalement. Je pense qu'il est sur toutes les plateformes. OK. OK, OK et bon, si on retourne un peu, quand tu Oui. étais à l'université ou quand tu travailles aux États-Unis, quand, l'idée est venue à l'esprit, tu t'es dit: «Voilà, je dois faire soit YouTube, soit podcast, je dois faire quelque chose pour partager mes connaissances». Quand tu t'es dit ça? Alors, c'est une très bonne question. Je t'avoue qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que j'ai décidé, de lancer mon podcast, même YouTube. En fait, alors YouTube, c'est très différent. YouTube, pour moi, c'est juste que, si tu veux, j'ai toujours été un consommateur de YouTube. Depuis le tout début de YouTube, en fait, j'ai toujours, suivi des gens et j'aimais bien, en fait, cette idée de, partager, en fait, j'ai toujours aimé, moi, le format vlog. Donc OK. j'ai bien aimé, en fait, les gens qui partageaient leur vie et justement des gens d'autres pays qui parlent d'autres langues pour justement pouvoir un petit peu, avoir cette immersion sans avoir besoin de voyager, si tu veux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage des langues et donc moi, c'est un truc, j'aime beaucoup la photo et j'aime beaucoup la vidéo, donc j'avais envie de faire la même chose. Mais j'avais envie évidemment de trouver un petit peu une façon plus, personnelle de faire ça. Donc YouTube, c'était vraiment pas, dans un but, on va dire, d'enseigner des choses ou même, de créer un business autour de ça. C'était vraiment pour le plaisir. Par contre, mon podcast, je dois avouer que c'est plutôt aussi un côté marketing. C'est-à-dire que moi, bah, OK. si tu veux, en fait, j'ai mon entreprise qui vise à enseigner les langues. Donc j'ai une plateforme, comme tu le disais, j'ai des services, variés pour l'apprentissage des langues pour les professionnels, les personnels et cetera. Et donc, bah, si tu veux, en fait, le podcast, c'est aussi une plateforme, on va dire, pour faire un peu du marketing, montrer aux gens, comment je travaille, montrer aux gens aussi ma personnalité, voir si c'est quelque chose qui peut les intéresser et s'ils veulent aller plus loin, bah, ils vont me contacter pour un service supplémentaire. Mais si tu veux, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire offrir, aux gens la possibilité de travailler gratuitement avec un podcast et bah, s'ils veulent aller un peu plus loin, bah, me connaître tout simplement. OK et alors tu as créé, premièrement, tu créé en première la plateforme, oui? Oui, alors non, en fait, la plateforme si tu veux, enfin, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, excuse-moi, c'est très compliqué. Non, en fait, si tu veux, moi, à la base, mon idée pour vraiment revenir un peu en arrière, quand j'ai fait mes études de philologie anglaise, mon idée, c'était tout simplement d'être prof d'anglais. OK. Et quand j'ai été travailler aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé mon expérience aux États-Unis parce que je travaillais dans une école privée dans laquelle ils faisaient de l'immersion pour apprendre les langues et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ça se rapprochait, si tu veux, de mes techniques à moi pour enseigner une langue qui visait, on va dire, des techniques plus naturelles et plus immersives et plus ludiques. Et le problème, en fait, c'est que si tu veux, en Europe, on a encore, en général, c'est en train d'évoluer et c'est positif, hein, c'est une bonne évolution. Mais en général, on a encore un système qui est très scolaire, très basé sur la grammaire, très traditionnel. Et donc, en fait, j'ai changé complètement. C'est-à-dire que j'ai pas du tout, j'ai perdu cette envie, si tu veux, de travailler, dans le domaine public. Et donc, c'est pour ça que j'ai, décidé de créer mon entreprise et de travailler pour moi, et de travailler de la manière qui me plaisait. Et donc cette plateforme, si tu veux, elle a été créée parce que, bah, qu'en fait, j'ai commencé avec des cours particuliers et donc bien évidemment, bah, des cours particuliers, tu arrives à un moment où, bah, tu as trop de cours Oui. et tu ne peux plus continuer à évoluer et donc bah, j'ai décidé de faire une plateforme pour avoir quelque chose peut-être de plus accessible pour les gens et aussi pour moi qui demandait moins de travail, parce que je pouvais travailler pour tout le monde en même temps sur la plateforme, si tu veux, pas pour, chaque personne, si tu veux. Mmh. Donc c'était on va dire un service supplémentaire. Donc la plateforme, elle est arrivée après les cours particuliers, Mmh. que je faisais et le podcast aussi dans le OK. côté marketing, tout comme Instagram, tout comme le reste.
OK, OK et la plateforme, tu l'as créée en combien de temps ça t'a pris? Parce que c'est toi qui as fait tout le matériel, non? Que Absolument, tu absolument, ouais, j'ai tout fait de A à Z comme on dit, ouais, j'ai tout OK fait, j'ai et tout fait. combien de temps ça t'a pris et comment tu as fait pour créer ton plateforme? Alors ma plateforme, elle m'a pris beaucoup de temps, je t'avoue que c'était beaucoup de travail, parce qu'effectivement, il fallait tout créer, à part la plateforme en elle-même, parce que la plateforme en elle-même, j'utilise un service de Google, parce qu'en fait, je voulais pas investir ni de temps ni d'argent dans la création d'une plateforme, parce que ça veut dire qu'il fallait que je demande à un spécialiste de faire du code et cetera, parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Et je voulais pas risquer de faire quelque chose qui n'était pas stable. Je voulais un truc vraiment qui fonctionne bien, pas avoir de problème avec. Donc au niveau technique, c'est pour ça que j'ai utilisé des services de Google. Ils ont la Google Classroom et pour moi, ça fonctionne très, très bien. Donc en fait, si tu veux, en fait, tu as accès à Google Classroom et après, c'est à toi de créer tout le contenu. Donc tout le contenu, par contre, c'est moi qui l'ai créé. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps parce que j'ai fait, si tu veux, tu as plusieurs catégories sur ma plateforme. Tu as une catégorie leçons pour des gens qui commencent de zéro le français. Donc, c'est des leçons, mais ce n'est pas des leçons de grammaire, c'est des leçons plus immersives, plus ludiques. C'est exactement comment moi j'apprends une nouvelle langue. Donc, tu vas commencer par apprendre à te présenter, mais sans parler de grammaire. Tu OK. vas apprendre peut-être des structures, les mécanismes de la langue, du vocabulaire utile, mais tu vas directement pouvoir commencer à parler, à écrire, à comprendre. Tu vas pas parler de la grammaire. Donc en fait, tu as plein de mini leçons. C'est des mini leçons très minimalistes. Et à chaque fin de leçon, tu as des questions pour vérifier que tu as bien compris la leçon. Mais après, tu as aussi des activités qui sont les activités que moi je fais pour apprendre les langues moi-même, qui sont plutôt des activités basées sur des vidéos YouTube, des podcasts, des textes, mais des textes pas journalistiques, tu vois, mais des textes un peu plus qui représentent plus la langue naturelle, on va dire, tu OK. vois? Et donc tous ces tests, en fait, bah, c'est des questionnaires. Donc ça veut dire qu'il a fallu, bah, que je regarde moi-même plusieurs fois les vidéos, qu'il a fallu que je regarde tout le vocabulaire qui m'intéresse, dans ces vidéos, que je crée toutes les questions, les questionnaires, les formulaires et cetera. Il a fallu créer aussi l'automatisation des corrections, donc beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup de travail, si tu veux, au début, parce que, bah, quand tu crées un service comme ça, il faut, quand tu le lances, pour la première fois, il faut s'assurer qu'il y a quand même assez de contenu pour les premières Mmh. personnes qui arrivent dessus. Et maintenant, si tu veux, bah, c'est un peu moins de travail parce qu'il y a déjà beaucoup d'activités dessus. Donc régulièrement, on va dire une fois ou 2 fois par semaine, ouais, on va plutôt dire une fois par semaine, je crée une ou 2 nouvelles activités. Et donc bah, pour les nouvelles personnes, ils ont énormément de contenu. Les personnes qui sont là depuis le début, bah, chaque semaine, ils ont des nouvelles activités, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pendant cette organisation, on va dire, et tu as arrêté tes cours particuliers ou tu as continué avec tes cours particuliers? Ouais, alors j'ai toujours continué avec mes cours particuliers, parce que en fait, si tu veux, j'ai pris mon temps. C'est-à-dire que j'étais pas stressé, pour la création de cette plateforme. C'était vraiment, si tu veux, un service un peu supplémentaire, mais bonus. C'était pas un service nécessaire, si tu veux, pour moi. C'était juste que j'avais envie de le faire. Donc j'ai pris mon temps, tu vois? J'étais pas, pressé par le temps. Donc l'idée, c'était pas de vivre de la plateforme, si tu veux. Je vivais de mes autres activités. Donc j'ai vraiment pris le temps de faire ça bien et exactement comme je voulais que ce soit, avant de la lancer. Donc en fait, si tu veux, la plateforme, elle m'a pris, je t'avoue que je sais plus comme ça, mais elle m'a pris, on va dire, 5-6 mois à faire. OK. 5-6, mais à faire vraiment tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je travaillais pas du tout dessus. Mais dans la semaine, je passais peut-être, 1 à 2 heures, on va dire, dans la semaine, tranquillement, et je faisais ça. Mais là, pareil, c'était un peu comme, la même manière la même façon de travail, si tu veux, que mon podcast. C'était plutôt sur la spontanéité. C'est-à-dire que je ne faisais pas, des recherches, très grande et très poussée sur les supports que je voulais utiliser. C'était plutôt, voilà, quand moi je voyais un support, qui me plaisait, je disais: «OK, ça me plaît, je vais faire une activité dessus», et petit à petit, bah, quand j'ai vu que j'avais, je sais pas, une cinquantaine, une centaine d'activités, j'en sais rien,
Bah, j'ai dit: «OK, là, il y a assez d'activités, donc je vais lancer la plateforme». Mais j'ai pris mon temps. OK et aucun moment tu t'es dit: «Est-ce que ça va bien se passer? Ça va bah, les personnes vont bien aimer ou pas?» Alors, non, j'avais aucun doute parce qu'en fait, si tu veux, je pense que les gens qui écoutent mon podcast, s'ils aiment ma façon de parler, ma façon de travailler, s'ils aiment mes techniques, s'ils aiment mes méthodes, ils vont aimer la plateforme. Parce que la plateforme, si tu veux, c'est dans la continuité de ce que j'explique dans mon podcast, et c'est pour ça aussi que je fais le podcast, c'est pour donner une idée de ce que les gens peuvent trouver comme service chez moi. Mais en fait, si tu veux, tout ce que je crée comme activité sur la plateforme, c'est des activités que moi, personnellement, comme apprenant de langue, je recherche. Donc, OK. tout ce qui est intéressant pour moi, je le fais comme activité pour enseigner aux autres. Alors je dis pas que c'est parfait, je dis que c'est parfait pour moi. Après pour certaines personnes, ça va pas être, parfait, ça il y a certaines personnes qui vont adorer. Il y en a d'autres pour qui ça va marcher, mais ça va pas être suffisant. Ça dépend des gens. Moi je dis toujours en fait, je le dis toujours dans mes podcasts, ce que je partage avec les gens, c'est des trucs qui pour moi sont parfaits, sont optimisés. Pour d'autres, il va falloir adapter certaines choses. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas Mmh. tous les mêmes préférences, et cetera. Donc, c'est une bonne base, on va dire, qu'il va falloir adapter, à sa vie personnelle et professionnelle. OK, oui. Pour toi, c'était facile ou difficile d'apprendre plus d'un bah, là, tu parles le français, l'anglais, l'espagnol et un peu le catalan, mais Mmh. pour toi, c'était facile ou difficile? Je sais pas si tu avais des professeurs des langues, mais comment Ouais. ça s'est passé pour toi? Alors, du coup, bon, bah, le français, c'est ma langue, native, évidemment. Donc là, bah, aucun problème. L'anglais, en fait, donc, moi, j'ai commencé assez tard l'anglais parce qu'en France, à mon époque, en tout cas, on commençait assez tard. J'ai commencé quand j'avais, 11 ou 12 ans, je crois. Hem Et avec des cours, très, traditionnels, on va dire. Donc très basés sur la grammaire et cetera, les verbes irréguliers et tout ça. Heu, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai fait mes études de philologie anglaise à l'université et j'ai toujours été passionné de l'anglais. C'est-à-dire que s'il y a une langue qui me passionne, c'est vraiment l'anglais. Le français aussi, mais c'est différent. Pour moi, vraiment, bah, comme je pense que c'est le choix logique, si quelqu'un doit apprendre une langue, dans le monde, c'est l'anglais. C'est la langue la plus utile, celle qui sera la plus bénéfique. Donc, l'anglais, ça a pas vraiment été un problème parce que déjà, j'ai passé beaucoup de temps dessus et c'était vraiment un pur plaisir de le faire. J'avais vraiment envie d'avoir un anglais, entre guillemets «parfait». Heu, L'espagnol, par contre, ça m'a demandé beaucoup plus de travail, enfin, pas de travail, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment étudié l'espagnol. Comme je suis Mmh. venu vivre ici, si tu veux, je savais pertinemment que ça me prendrait plus de temps si je n'étudiais pas, l'espagnol, de l'apprendre juste avec l'immersion, mais je savais que c'était faisable. Et comme je savais que j'allais passer beaucoup de temps en Espagne, maintenant ça fait, 5 ans que je suis en Espagne, j'étais pas pressé, si tu veux, d'apprendre l'espagnol. Donc je me suis dit: je vais prendre mon temps, je vais apprendre vraiment petit à petit. Tu vois? J'avais pas envie de vraiment de travailler comme un fou pour apprendre l'espagnol. Donc j'ai pris mon temps, mais évidemment, ça m'a paru plus difficile parce que si tu veux, je me rappelais pas ce que c'était de commencer une langue de zéro. OK. Je me rappelais plus ce que c'était parce que ça faisait très longtemps que, je parlais anglais. Donc, de commencer une langue de zéro, ça a été un peu plus difficile. Après, je dois avouer que l'espagnol, c'est une langue qui est pour moi est relativement simple, parce que ma langue native est le français. Donc je pense que, tu vois, surtout quand tu lis l'espagnol, c'est assez simple à comprendre déjà. Donc après, bah, pour le parler, l'écrire, ça a été assez rapide aussi. Et c'est pour ça que le catalan, c'est un peu la même histoire si tu veux, entre le français et l'espagnol. En fait, le catalan, c'est un mix et OK. l'italien, c'est pareil parce que l'italien, c'est exactement comme le français, en fait, et ça se prononce comme l'espagnol. Donc c'est très simple. OK et est-ce que tu aimerais apprendre une autre langue avec l'espagnol et le catalan, c'est Mmh. suffisant ou quelle autre langue tu aimerais apprendre? Alors ça, c'est une très bonne question. J'en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent toujours ça. Je dis toujours qu'il y a plusieurs types de polyglottes. Pour moi, il y a les polyglottes qui aiment bien avoir un niveau, conversationnel, on va dire, dans plein de langues, tu vois? Et ça leur suffit, ils sont contents comme ça, ils sont capables, de voyager dans plein de pays différents et cetera.
Et après, tu as les autres polyglottes qui sont plutôt comme moi, qui préfèrent se concentrer sur 3, 4 langues grand maximum, tu vois? Mais de les maîtriser vraiment à fond. Moi, quand j'ai en fait, je pense que c'est parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire, vraiment parfaitement. J'ai un petit peu une obsession avec la perfection. Donc, je préfère me concentrer même encore maintenant, par exemple, tu vois? Je continue à faire certains exercices pour continuer d'améliorer mon anglais et mon espagnol, par exemple. C'est des exercices plutôt sur l'accent, ou la prononciation, ce genre de choses, tu vois? C'est des détails, mais pour moi, c'est important de parler une langue parfaitement. Pour d'autres personnes, c'est pas du tout un objectif, intéressant. Ils préfèrent, se débrouiller, on va dire, dans plusieurs langues. Moi, je préfère chercher la perfection dans peu de langues, plutôt que de parler moyennement bien dans plein de langues. Donc, oui, ça m'intéresserait de parler d'autres langues. Par exemple, j'avais étudié l'allemand aussi, un petit peu à l'école. OK. Donc j'ai repris un petit peu l'allemand. Mais en ce moment, je suis plutôt concentré sur l'italien, mais peut-être qu'après je me remettrai à l'allemand, peut-être que dans un futur lointain, le japonais, m'appelle, mais c'est un challenge beaucoup plus difficile pour moi parce que je suis plutôt concentré sur les langues latines. OK. Déjà l'allemand, tu vois, c'est déjà plus compliqué pour moi l'allemand, donc le japonais, c'est mission, très, très compliquée. Enfin, je vais pas dire mission impossible, mais très difficile. OK, OK, bah, c'est vraiment cool et pourquoi, après les États-Unis, tu as décidé d'aller en Espagne? Pourquoi l'Espagne et pourquoi pas retourner en France? Alors déjà, en fait, après les États-Unis, j'ai passé 1 an en France, quand même. OK. Mais en fait, la raison est toute simple, c'est que j'ai rencontré, ma copine, aux États-Unis et elle est originaire de Barcelone. Donc bah, du coup, en fait, si tu veux, on a passé 1 an en France, elle a pu perfectionner son français et cetera et ensuite on a décidé de venir ici, surtout pour le climat, parce qu'on aime bien le soleil. Mais ouais, en fait, c'était pas du tout mon objectif à la base, si tu veux. Moi, j'avais jamais planifié apprendre même l'espagnol. C'est juste que, bah, comme on a décidé de venir ici, bah, je me suis mis à l'espagnol. OK, bah, très, très cool de savoir ça et quels conseils ou tips tu donnerais aux personnes qui vont commencer avec une autre langue? Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, déjà, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir apprendre une langue, mais ils le font par nécessité et ça mène jamais à un très haut niveau. Je pense que tu vois, moi, quand, par exemple, je travaille avec une nouvelle personne, quand j'ai un client qui vient vers moi et qui me dit: «Je veux apprendre le français», une des premières questions que je pose, c'est: «Pourquoi?» Est-ce que c'est parce que, tu veux ton travail t'oblige à faire ça? Est-ce que tu es étudiant et tu es obligé de faire du français, à l'université et tu veux des bonnes notes? Ou est-ce que réellement c'est parce que tu adores la culture, le pays, la langue? Est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre la langue pour toi? Parce que ça, déjà, je pense que ça fait une grosse différence. Si tu as une motivation vraiment interne, tu vas forcément prendre plus de plaisir à apprendre la langue et tu vas avoir de meilleurs résultats. Donc déjà, je pense que c'est la première chose, savoir pourquoi on veut apprendre une langue. Et ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser trop sur la grammaire, ne pas commencer d'une manière trop traditionnelle, c'est-à-dire commencer avec bah, le présent, le passé, le futur. Je pense que c'est mieux de commencer avec des choses pratiques, c'est-à-dire réfléchir dans une conversation avec quelqu'un, un étranger dans la rue, quelle est la première conversation que tu vas avoir? Bah, ça va être te présenter, parler de toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parler de ton travail, ce genre de choses. Donc en fait, plutôt que de travailler la grammaire, ça va être littéralement d'aller regarder comment on fait une présentation basique dans une langue. Et après, à partir de là, c'est vraiment analyser justement ces phrases, analyser les mécanismes. Et sans en fait travailler la grammaire, tu vas te rendre compte, tu vas dire: «OK, donc ça marche comme ça quand je veux utiliser le présent», par exemple. La phrase, elle fonctionne comme ça. La structure, elle est telle quelle. Et donc tu vas te rendre compte que, bah, en faisant la même chose mais avec un autre verbe, tu vas pouvoir dire une chose différente. Donc en fait, tu vas changer juste le sujet, le verbe, le complément et tu vas utiliser les mêmes mécanismes. Donc tu vas faire de la grammaire, tu vas apprendre de la grammaire, mais sans le savoir vraiment, tu vois? Et ça, pour moi, c'est plus intéressant. Apprendre la grammaire, mais en contexte, sans en fait t'en rendre compte. Et donc, je pense qu'après, bah, le 2e conseil, ça va être, et c'est là que c'est plus difficile et c'est là que c'est intéressant peut-être d'avoir, quelqu'un qui connaît bien ce domaine pour t'aider, c'est de trouver justement,
une bonne routine. Une bonne routine linguistique, qu'est-ce que tu dois faire tous les jours? Quel support utiliser? Et cetera. Parce que trouver des supports qui te plaisent, c'est difficile. Des supports adaptés à ton niveau, c'est difficile. Et surtout, bah, quoi faire tous les jours? Quels sont les exercices qui sont, optimisés pour toi et qui ne vont pas te prendre trop de temps, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une corvée, il faut que ce soit un plaisir. Donc moi, je dis toujours, Mmh. vaut mieux travailler, 5 minutes tous les jours que 2 heures tous les samedis. C'est mieux d'être régulier, de travailler peu, mais voilà, de toujours garder cette connexion avec la langue. OK. Oui, oui, bon, on en avait parlé, mais c'est vraiment différent quand par exemple, quand tu apprends le français en France ou quand tu apprends, Ouais, le français au Mexique. Parce que tu as pas un contact régulier avec le français et en France, oui, tu exact. dois l'utiliser, mais oui, c'est vraiment différent. Exactement, tu as tout à fait raison, ouais et puis, bah, du coup, c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir maintenant on a la chance avec internet, de pouvoir créer ce que j'appelle une immersion artificielle. C'est-à-dire que, bah, même quelqu'un qui vit, par exemple, comme toi au Mexique, tu as envie de perfectionner ton français, c'est très facile de remplacer tout ce que tu as chez toi. Si tu as des magazines en espagnol, bah, tu les remplaces par des magazines en français. Tu regardes Netflix qu'en français, enfin, c'est facile en fait, si tu veux, de vivre dans la langue maintenant grâce à internet. Tu achètes un Kindle, tu peux lire tout en français, enfin voilà, écouter des podcasts en français, tout faire en français. Quand tu recherches quelque chose, sur internet, bah, au lieu de rechercher dans ta langue native, tu vas le faire en français. Tu vois, moi, par exemple, quand je recherche une recette, mais d'un plat, mexicain, par exemple, bah, je vais taper ça en espagnol sur internet, je ne vais pas taper ça en français. Mmh. Parce que Mmh. je veux que ce soit un natif qui m'enseigne, comment faire, un plat mexicain, par exemple, tu vois? Donc c je pense que c'est des habitudes, si tu veux, à prendre et à comprendre, mais c'est très facile maintenant, en fait, de créer une immersion. Je pense que les gens sont trop focalisés sur essayer de voyager dans le pays. Mmh. Évidemment, je trouve que c'est une bonne chose, hein, c'est bien, si tu peux le faire, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire et d'ailleurs, il y a beaucoup de polyglottes, sur internet qui le disent, et qui parlent énormément de langues, plus que moi, mais qui n'ont jamais vraiment voyagé dans les pays, où on parle ces langues-là. Donc c'est pas une nécessité. C'est bien de le faire, mais c'est pas, obligatoire. Oui, oui. Est-ce que, tu as une anecdote ou un choc culturel que tu as eu, je sais pas, en Espagne ou aux États-Unis? Parce qu'on sait que la culture française, c'est vraiment différent à la culture américaine, pardon, culture Mmh. française, américaine et Ouais. là, en Espagne. Est-ce que tu as eu une anecdote ou un choc culturel? Alors, oui, j'en ai eu pas mal, alors, qu'est-ce que tu veux dire par choc culturel dans est-ce que plutôt une anecdote où je me suis senti mal à cause de la langue ou, Ouais, par exemple, un choc culturel, on parlait avec Sam, oh Mmh my mh. French et que pas oh, elle ne savait pas qu'ici au Mexique, on a 2 noms, un nom de famille, on a un Oui, nom de exact, mon père. exact, les apellidos. Oui, 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 c'est ça, les apellidos et que, bon, en France, ils sont pas là, ils sont Exact, pas ça. exact, Alors exact. Alors aux États-Unis, aux États-Unis, en fait, c'est un peu difficile parce que si tu veux, je suis tellement fan de la culture, des États-Unis, alors pas tout, hein, évidemment, mais je suis assez fan de tout ce qu'on peut voir, en fait, dans les séries et dans les films. Donc si tu veux, j'ai pas eu vraiment un choc parce que je savais un peu à quoi m'attendre, et c'est quelque chose que j'apprécie. Mais je dirais peut-être que c'est le rythme de vie. Je dirais que le rythme de vie, aux États-Unis, par exemple, est plus, ils font les choses toujours plus tôt. Par exemple, manger le soir à 5:30, 6 heures, c'est un peu bizarre pour moi. Ou, je sais pas, peut-être la culture sportive qui est très différente. Non pas que ce soit un choc encore une fois, mais c'est différent. Après, en Espagne, oui, il y a plus de choses, je pense, qui me alors c'est plutôt l'inverse. En Espagne, c'est tout est tard. Donc, les gens mangent à 22 heures le soir et ça, moi, c'est pas possible, tu vois? Si j'ai pas mangé à 20 heures, j'ai faim, quoi. Donc ouais, c'est plutôt ce genre de choses. Je pense, en Espagne, je pense que, c'est surtout la formalité, la cordialité. Je sais en France, c'est le français, c'est une langue qui est très, très formelle. Donc on va dire Oui. «vous» aux gens, le usted en espagnol. Alors qu'en Espagne, c'est «tú», tu dis «tú» à tout le monde. Et donc c'est un truc qui m'a un petit peu, gêné au début. Le fait de dire par exemple, quand tu rentres dans un endroit en France, si tu vas à la boulangerie, tu vas dire «bonjour» à tout le monde, tu vois? «Merci beaucoup madame», «s'il vous plaît»,
tu vois? Alors qu'en Espagne, c'est un peu: «Hey, dame un pan», c'est tu vois? C'est un peu direct, tu vois? C'est une langue qui est un peu directe en Espagne, en tout cas, hein. Je sais pas au Mexique, mais en Espagne, c'est un peu comme ça. Bon, en parlant des repas, Ouais, ici, par exemple, on mange le petit déjeuner, on va dire, on ne mange pas juste, un croissant ou un pain au chocolat et un café, non, on mange ouais, des bons plats qui sont, des ouais, enchiladas de chilaquiles de trucs qui sont gros et voilà, par exemple, la pour bonne moi nourriture. oui, pour moi, c'était un choc culturel quand je suis allée en France parce que Ouais. j'étais: «Mais je ne peux pas manger juste ça, une tartine, quoi? Mais pourquoi?» Alors ouais, et j'étais je comprends. et oui, pour moi, au début, c'était: «Mais comment je vais faire pour rien manger Pour après?» survivre. Oui, oui et oui, aussi, au déjeuner, c'est Ouais, pas une baguette ou un sandwich oui. et C'est vrai que c'est plus, ouais, en fait, en France, alors c'est vrai que déjà, il y a un cliché, c'est que les beaucoup de personnes s'imaginent qu'en France, on mange un croissant, alors qu'en fait, c'est le croissant et le pain au chocolat, je dirais que c'est plutôt, c'est pas tous les jours, c'est plutôt pour le week-end ou ce genre de choses. Mais par contre, je pense que typiquement, les gens mangent, comme tu dis, des tartines. Donc, c'est vrai que moi, je vais manger beaucoup de pain le matin avec du beurre, de la confiture, du miel, tu vois? Hem, donc ouais, c'est vrai que c'est différent. Mais par contre, tu vois, moi, c'est vrai que comme j'ai vécu aux États-Unis, je t'avoue que régulièrement, je mange aussi des plats salés le matin, tu vois? J'aime beaucoup manger, bacon, le pancakes, même les œufs, tu vois, le matin, ça me plaît, tu vois? Et puis en Espagne, par exemple, tu vas manger un peu plus salé le matin. Donc tu vas manger, par exemple, des, embutidos, tu vas manger du fromage, et cetera, tu vois? Donc ouais, moi, je suis assez, multiculturel là-dessus, tu vois? oui et pour la cordialité, oui, je pense que bon, on dit toujours buenos días a todas las personas que están en la calle, Ouais, aunque no las ouais. conozcamos, es como: buenos Je días, pense ¿cómo qu'au está?» Mexique, vous êtes plus comme en France, vous êtes plus formel, je pense. Oui, oui, oui Plus et cordial qu'en Espagne. bon, j'espère un jour, aller en Espagne, mais oui, je pense qu'on est plus chaleureux, on pourrait Je dire. pense aussi, ouais. Mais oui, c'est, les chocs culturels, ouais. C'est je Ah sais bah pas. toujours, toujours, toujours. Après, est-ce que toi, tu as eu, par exemple, des moments de honte, en français ou en anglais ou Oui, en français, bien sûr. Heu, bon, mon copain, il est ouais, français d'accord. et je me rappelle que la première fois que je voulais lui dire que je l'aimais bien, j'ai dit: Oui. «J'ai envie de toi» et il était Ah, oui, c'est un peu rapide là. oui et après il m'a dit: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis?» et j'étais: «Mais ça se dit pas comme ça» et après mais il m'a Ouais. expliqué pourquoi et j'étais: «OK, maintenant je comprends». Mais oui, oui, oui. C'est des ch oui, tu sais, par exemple, il m'est arrivé un truc assez similaire avec ma copine, quand elle pratiquait le français après qu'on soit revenus des États-Unis. Une fois, elle m'a dit, parce que tu sais, en espagnol, tu peux dire, dame un beso ou bésame, tu sais? Oui, Et en français, si tu dis ça, évidemment, c'est un peu différent. Si tu dis: «Baise-moi», c'est un oui, peu, oui, oui. extrême. Donc non, effectivement, tu ne peux pas dire ça en français. Moi, l'anecdote que je raconte souvent, c'est quand je suis rentré des États-Unis, je prenais une compagnie aérienne, espagnole et donc à ce moment-là, je parlais pas du tout espagnol, mais j'avais commencé, si tu veux, à regarder un petit peu, les bases, on va dire, parce que je savais que j'allais vivre en Espagne et en fait, si tu veux, dans l'avion, j'écoutais l'hôtesse de l'air qui proposait le repas, dans l'avion et il y avait le choix entre plusieurs trucs. Je sais plus ce que c'était exactement, mais il y en avait un, c'était, du poulet, donc pollo et évidemment, moi, j'écoute un peu les gens et cetera et moi, je voulais le poulet et j'ai dit: «Je vais essayer de répondre à l'hôtesse de l'air en espagnol». OK. Et évidemment, je lui ai demandé de la polla au lieu de la pollo. Ouais et donc évidemment, elle m'a regardé un peu comme ça, elle m'a dit: «Bah monsieur, est-ce que vous voulez parler en anglais?» Et donc effectivement, voilà. Pour Oui, ceux qui ne oui. savent pas, effectivement, hein, polla, c'est, les parties génitales de l'homme, donc Oui voilà. et tu arrives comme ça à l'hôtel, c'est un polla, OK. Exactement, exactement. Oui et bon, oui. Par exemple aussi, ce qui m'a choquée au début, c'était manger à midi. Ici, Ouais. au Mmh. Mexique, on mange bon, moi, j'ai travaillé pendant 3 mois Ouais, dans une entreprise, d'accord. parisienne OK. et on avait
à 12 heures ou à midi, l'heure pour Ouais, manger et pour moi, au début, c'était: «Mais pourquoi?» tu pas faim. Oui, 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 mais après, bah, je me suis habituée bien sûr, mais Alors, c'est c'est vrai que ça dépend un petit peu, où est-ce que tu es en France, ça dépend des entreprises et cetera. Moi, par exemple, je t'avoue que je mange pas à midi. Nous, on mange plutôt vers 13:00, et le soir, par exemple, les gens de la campagne, typiquement, ils vont plutôt manger à 19:00, et moi, je vais plutôt manger à 20:00. OK. Donc, mais par contre, après, c'est vrai que si tu regardes l'horaire espagnol, c'est beaucoup trop tard pour moi, par exemple. Parce que eux, ils vont manger genre ils peuvent manger même à 16:00, tu vois, le repas Nous et à aussi. 22:00-23:00, le repas du soir et moi, je t'avoue que si j'attends, cette heure-là, je meurs, quoi. Oui, Je oui. décède. Ici au Mexique, parfois, on peut manger à 16 heures sans problème parce Ah que, ouais? l'école, Ouais, normalement finit à 14 heures. Alors tu d'accord, peux manger à 15 heures, 16 heures. Alors oui. d'accord. C'est pour ça qu'au matin, on mange un gros repas, Oui, d'accord, un je comprends maintenant. un gros plat, oui, parce que sinon après on décède. Je comprends, je comprends. Que nous, à 16:00, c'est le goûter. Ouais. On a le goûter, en France, mais non, non, ouais, c'est après, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Plus tu passes de temps dans le pays et plus tu te règles, on va dire, sur le rythme. Même si je dois t'avouer que moi, tu vois, ça fait 5 ans que je vis ici et je peux toujours pas manger à 23:00, tu vois? C'est pas possible. À 23:00, je commence à penser à aller au lit, tu vois? Donc je suis un peu un grand-père, moi, maintenant, donc je te dis, je peux pas, je peux pas survivre. Moi, si je vais me coucher à minuit maximum, c'est très tard pour moi, à minuit, tu vois? OK, Donc, OK, mais parce OK. que j'aime bien me lever tôt aussi le matin, donc, ça dépend, c'est des habitudes, je pense. Oui, oui. Est-ce que bon, ça, je pense que c'est une question un peu différente, mais est-ce que tu Ouais. as un mot préféré en français? Je Un sais pas, mot préféré en français? ou une Ouh! phrase que tu utilises beaucoup ou que tu aimes bien? Alors, je peux te dire une phrase que j'utilise beaucoup et que je n'aime pas. C'est un peu un toc, tu sais, c'est un tic du langage, on va dire. J'utilise toujours le «tout simplement». Et c'est vrai que, tu sais, en fait, quand je fais mes épisodes de podcast, après, je fais le script et en fait, je m'écoute, et j'écris le script et je me rends compte que j'utilise ça tout le temps, le tout simplement et j'aime pas et j'essaye de corriger ça. Mais alors une phrase que j'aime bien, alors, en général, j'aime beaucoup le langage familier. J'aime beaucoup les expressions familières, l'argot et cetera et je sais pas, j'aime tellement de choses, je sais pas, je t'avoue que je sais pas trop. En français, je sais pas trop. Ou en espagnol, je sais pas. J'aime bien un peu, tu sais, en français, il y a le verlan et il y a des trucs typiques que j'aime bien en verlan, par exemple, le mot chelou, donc louche, Chelou. étrange, c'est chelou, j'aime bien ça, c'est chelou, ou alors grave. Tu sais, quand tu dis grave au lieu de très pour amplifier ton adjectif, donc quand je dis: «C'est grave bien», «Oh, ce film, il est grave cool», tu vois? Au lieu de dire: «C'est très cool», j'aime bien dire grave. Et tu utilises aussi grave un peu comme quand tu dis le claro, tu sais, en espagnol. Claro, claro et le grave, grave, tu as raison, tu vois? Tu peux dire ça. OK. J'aime bien ça. En espagnol, je sais pas trop. En espagnol, bah, évidemment, en Espagne, j'ai pris le tic de dire beaucoup le balai. Balai, ouais. Ça, on le dit beaucoup, balai. Mais je sais pas, il y a des expressions que j'aime bien en espagnol, en mode, tu sais, tirar el pelo, je sais pas. Ouais, il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Je trouve que c'est rigolo. En fait, c'est drôle parce que nous, en français, ça marche pas du tout, tu vois? Ouais. Tu me tires les cheveux, en français, c'est littéral, quoi. C'est Oui. donc Oui, c'est oui. bizarre. OK et bon, tu as dit que tu fais les scripts de ton podcast. Est-ce que Ouais. pour toi, au début, c'était difficile de t'écouter, bah, de t'entendre et d'avoir écrit parce que pour moi, quand j'ai fait l'édition des vidéos, pour moi, c'est difficile de me regarder au début et de m'écouter, mais je sais pas si pour toi, ça s'est passé? Alors, je pense que j'ai le même problème que toi pour les vidéos. Je pense que le fait d'avoir le visuel, c'est un peu plus difficile pour moi. On n'aime pas forcément se regarder. Par contre, pour le podcast, moi, m'écouter, ça va. Heu, bon, je t'avoue que je me fatigue, hein, des fois, je me fatigue, tout seul. Mais par contre, ce qui est fatigant, c'est de faire le script. Parce qu'en fait, pour faire le script, si tu veux, en fait, moi, quand j'enregistre mes épisodes, il y a pas de préparation, j'ai pas de Oui. script. Je parle spontanément et ensuite je fais, le montage et donc après, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise, tu sais, le dictaphone de Google
donc je fais, lecture sur l'épisode et en fait après le Google me fait le script, mais après je dois tout corriger, rajouter la Mmh. ponctuation et ça c'est un peu fatigant à faire, ouais. OK, OK, OK. Et bon, bon, pas dernière question, mais une question. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat évidemment, évidemment, pain au chocolat et je suis contre toutes les personnes qui disent chocolatine. OK. Ces personnes ne vont pas bien. Et oui, une dernière question qu'est-ce qui vient pour ton podcast, pour ton plateforme? Quelle est la prochaine étape pour un polyglotte online? Très bien, très bien. Alors il y a beaucoup de projets, énormément de projets. Pour le podcast, il va y avoir, je vais commencer normalement, je vais pas dire de date, hein, parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à travailler dessus, mais il y a des problèmes techniques encore. Mais on va commencer à avoir des podcasts avec des invités. Des invités, des personnalités, on va dire, sur internet. Hem Pour le moment, c'est pas encore, totalement au point parce que comme je te disais, je suis assez perfectionniste et au niveau du son, des micros et cetera, tout le monde n'a pas un équipement parfait pour ça, donc c'est un peu difficile. Après au niveau YouTube, il y a d'autres choses qui arrivent, mais qui ne sont pas forcément liées avec les langues. Parce que ma chaîne YouTube, c'est un petit peu, si tu veux, c'est un peu ma plateforme pour faire tout ce qui m'intéresse un peu en dehors des langues. Donc c'est quand même lié entre guillemets avec les langues parce que, bah, il y a beaucoup de choses que je fais dans mon quotidien en rapport avec les langues, mais c'est pas que ça. Et puis, bah, après, bah, pour ma plateforme, c'est continuer à proposer plus de contenu, plus d'activités différentes. Là, par exemple, je te donne une petite exclusivité parce que voilà, mais par exemple, pour le mois de décembre, je vais faire comme un calendrier de l'avent, mais pour ma plateforme. Donc tous les jours, il va y avoir, une petite activité, spéciale pour ceux qui sont sur ma plateforme. Et puis voilà quoi, mais ouais, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Peut-être la création d'un nouveau podcast aussi, qui sera pas forcément lié avec le premier, mais ça arrive, peut-être plutôt pour l'été prochain. OK. Bah, c'est des bons projets, j'espère que tu vas réussir. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Et bah, justement pour dire au revoir, est-ce que, bon, non, avant, pardon. Est-ce Combien de temps t'as pris pour perfectionner, ton podcast? Bon, pour avoir l'audio parfait, le est-ce que Mmh. c'était facile ou difficile pour toi? Alors, je pense que comme j'avais déjà pas mal de connaissances sur la vidéo pour, YouTube, je pense que c'était quand même assez simple pour moi de faire un podcast. La seule chose, c'est qu'au début, évidemment, tu sais, comme c'est quelque chose, si tu veux, que je savais pas si ça allait marcher ou pas. Donc j'avais pas envie d'investir dans, du matériel trop, cher non plus. Donc au début, évidemment, j'avais pas, le micro que j'ai maintenant et cetera, et j'avais pas l'ordinateur qui allait non plus. Enfin bref, donc je pense que si tu veux, c'était plutôt apprendre, on va dire, à utiliser le logiciel que j'utilise. Hem, mais honnêtement, c'était relativement simple. Quand tu as du bon matériel pour un podcast, ça va. Si tu as un bon micro, c'est assez facile d'avoir un bon son. Je pense que là où c'est plus dur, je pense, et les gens ne se rendent pas forcément compte de ça, je pense que c'est, de travailler sur ta façon de parler et ta personnalité. Heu, Tu vois, peut-être que quand j'écoute mes premiers podcasts, c'était peut-être pas complètement naturel, ma façon de parler, de m'exprimer et cetera, parce qu'on sent peut-être que je suis un peu stressé, enfin pas stressé, mais pas forcément à l'aise, tu vois, à parler sur un micro. Hem, alors que maintenant, c'est beaucoup plus naturel pour moi, tu vois? Le mercredi matin, quand je lance le podcast, je suis en mode, tranquille, tu sais, avec ma petite tasse de OK. café et voilà, quoi. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'en fait, il y a pas de secret honnêtement, s'il y a des gens qui veulent faire un podcast ou une chaîne YouTube, je pense que c'est comme tout, il faut commencer et le faire plein de fois jusqu'à ce qu'un jour, vous allez vous dire: «Bah, ça y est, ça c'est le format qui me plaît bien. J'ai compris un peu comment ça marche» et vous allez trouver, une façon de faire, un truc un peu original, quoi. OK. Et un dernier message aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter. Est-ce que tu as un dernier message? Eh ben, bo bon courage, pour l'apprentissage des langues parce que c'est quelque chose qui est long, qui ne s'arrête jamais. Il y a pas de début et de fin. Enfin, il y a un début, mais il y a pas de fin. Faut savoir que quand vous commencez à apprendre une langue, bah, c'est pour toute la vie, hein, on n'arrive jamais à 100 hein, il y a Oui. pas de boss final, dans le jeu vidéo, quoi. Ouais, bon courage, soyez consistant, tout simplement, je pense que c'est la régularité qui va apporter, le plus de bons résultats.
Et voilà. Et puis, bah, évidemment, si vous savez pas quelle langue apprendre, bah, faut pas se poser de questions, faut apprendre le français, hein, c'est Oui, une bien langue sûr. extraordinaire. Et bah, merci beaucoup Lionel d'avoir été ici, d'avoir accepté l'invitation et bah, Je t'en allez prie. allez le suivre, allez sur son plateforme, sa plateforme pardon et profitez de son contenu. Bah, merci Lionel Non, merci à toi de m'avoir invité, Karen, c'était un plaisir. et au revoir à tous. Merci de nous avoir regardés et écoutés. OK? Salut! Salut. Salut.